les gens ont pris conscience que la question de l'eau, c'est comme pour l'autonomie alimentaire, c'est l'affaire de tous, ça s'apprend et ça s'organise. Et donc, le chemin de l'eau, c'est le fil conducteur de la régénération des territoires. Il y a des termes, agroforesterie, agroécologie, permaculture, key line design. Donc tout ça, ça fait partie d'un mode de culture qui tient compte du relief, qui tient compte de l'invisible, de tout ce qui se passe, des micro-organismes, de leur rôle qui sont dans le sol, tient compte des arbres. Et donc, c'est accessible, mais entièrement accessible. Les réponses, elles vont venir des gens directement sur les territoires. Bonjour chers auditeurs et lecteurs de Nexus. Avant de commencer cet entretien, nous rappelons que le magazine Nexus est avant tout un magazine papier que vous pouvez trouver en kiosque et sur notre site nexus.fr, qu'il est sans pub ni subvention et que seuls vous, lecteurs, en vous abonnant ou en vous procurant le magazine à l'unité, nous permettez de vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va commencer. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Sabine Baker et François Rouillet, engagés pour la préservation de l'eau, des sols et de la biodiversité. Avec Marc Kahn, réalisateur, ils ont coécrit le film Cultiver la pluie, ainsi que le livre associé Cultiver la pluie et restaurer le chemin de l'eau, paru aux éditions Terre Vivante. Alors votre démarche allie science, observation du vivant et initiatives concrètes sur le terrain, et montre que des solutions existent, même face à la sécheresse et aux défis liés à l'eau. Ensemble, nous allons explorer le cycle de l'eau, les sols, la forêt, les pistes pour une agriculture durable, et j'en passe. Nous vous avions interviewé pour notre article à la une sur l'autonomie alimentaire dans notre numéro 131 de novembre-décembre 2020, aujourd'hui épuisé en format papier, mais toujours disponible au format numérique, puisque cela fait plus de 10 ans que vous œuvrez pour la résilience dans ce domaine, donc la résilience alimentaire. Nous vous retrouvons 5 ans plus tard, toujours à l'œuvre. Alors 5 ans, c'est à la fois long et court. Vous êtes des personnes très actives. Est-ce que vous pourriez résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant 5 ans ? Vas-y Sabine. Pendant 5 ans, il y a eu un événement qui a touché beaucoup de personnes, vous voyez de ce dont je veux parler, qui a ralenti l'activité publique et collective, puisqu'on a été contraints de rester dans nos logements, de faire attention. Donc effectivement, il y a eu un avant 2020, un après 2020, mais néanmoins l'activité a repris petit à petit et nous nous sommes penchés sur ce problème de l'eau, parce qu'on a constaté qu'entre 2022, 2023, 2024, soit il n'y avait pas assez d'eau, soit il y avait trop d'eau. Et donc, pour faire une continuité avec notre livre En route pour l'autonomie alimentaire, avec sa feuille de route de 21 actions, une des actions portait sur la restauration du chemin de l'eau, respect du chemin de l'eau, de son écoulement. Et donc, on s'est dit qu'on allait, avec notre ami Marc Kahn, qui est réalisateur, faire une enquête, la filmer et retranscrire l'enquête sur le livre. Terre Vivante a bien voulu encore nous accompagner sur ce sujet-là. Voilà. Et donc on se retrouve en 2025 et on se retrouve effectivement ensemble. Oui, et puis il y a des choses qui ont changé aussi, c'est-à-dire que avant, les réseaux sociaux étaient très actifs au niveau des communautés, des groupes. Et à la sortie de la période de confinement, on a senti que les gens étaient désorientés et ça fonctionnait plus pareil. Et donc, il y a eu un grand flottement pour nous dans notre action. Et ce qui ressortait, c'était la nécessité d'être plus ancré dans le réel et le local. Donc, on a un peu changé quand même notre mode de communication. On a levé le pied sur la communication quasi quotidienne des réseaux, et pour plus être dans l'expérimentation de la culture du vivant, les mains dans la terre, les paysages nourriciers, et puis notre propre cuisine, et nos relations avec le voisinage, et donc enraciner l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire monter en puissance dans le gain de pourcentage d'autonomie alimentaire. Donc là, maintenant, on est à fond dans l'opérationnel. Très bien.
Alors, vous parlez de restaurer le chemin de l'eau. Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer le cycle de l'eau? Parce que quand on a de l'eau devant nous, ça part d'où? Eh bien, d'abord, effectivement, quand on était à l'école primaire, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, les spectateurs s'en souviennent, mais on nous apprenait le cycle de l'eau. Et on disait, l'eau part de la mer, elle s'évapore des océans, ça crée des nuages, et puis quand ça arrive sur la Terre, boum, ça tombe. Et puis après, ça fait des rivières, ça fait des sources, et ça repart à la mer. Et donc, c'est le cycle de la mer au ciel, à la terre et à la mer. Et en fait, on nous sommes rendus compte, en faisant ces enquêtes et en étudiant bien le sujet, qu'en fait, il y a des cycles de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un cycle marin, il y a une quantité d'eau qui est mesurée. Hein. D'ailleurs, les savants ont mesuré la quantité en kilomètres cubes qui s'évapore. Une grosse partie retourne vers l'océan, mais une petite partie vient sur Terre. Et elle tombe, effectivement, mais en fait, elle se réévapore de la Terre grâce aux végétaux, et elle retombe. Et il y a tout un phénomène de dépression qui est créé par la montée, l'évaporation qui se fait des végétaux. On appelle ça l'évapotranspiration des végétaux. Et donc ça crée des cycles d'eau secondaire. Et jusqu'à 7 fois, comme on peut le découvrir dans le film, hein, on nous l'explique. Et donc de proche en proche, ça peut alimenter les plaines de l'Oural, jusque-là. Il y a très peu d'eau qui vient de l'océan quand il pleut dans l'Oural. Et donc voilà, ce sont ces phénomènes-là qui nous ont intéressés de démontrer, de voir comment on peut mettre en pratique cette restauration du chemin de l'eau, en ce sens que l'eau, elle a un chemin aérien, elle a un chemin terrestre, et que si on ne prend pas soin de son écoulement, les terres la terre, il y a une érosion terrestre phénoménale, et les champs agricoles partent à la mer, quoi. Oui, donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur le lien entre la nourriture produite par des terres vivantes, des terres de qualité, et donc une alimentation de qualité pour la santé, et l'érosion des sols dont vient de parler Sabine. Et là, on a eu un certain nombre d'observations sur le phénomène de plus en plus régulier de périodes de sécheresse, ou alors d'inondations répétitives. Et donc, on s'est posé la question, trop d'eau, pas assez d'eau, sécheresse, inondation, quelles sont les innovations dans ce domaine, les connaissances, les pratiques innovantes. Et ça nous a amené pendant 2 ans à prendre la route et puis rencontrer des personnes qui sont des personnes compétentes, qualifiées dans ces différents domaines, aussi bien paysans que climatologues, que scientifiques, élus locaux, qui s'engagent sur la restauration du chemin de l'eau. Alors ces intervenants que nous retrouvons dans le documentaire, avec des phrases vraiment clés, moi 3 fois je l'ai écouté et à chaque fois je redécouvre, et avec des entretiens plus longs, plus techniques, plus élaborés dans le livre. Oui. Alors si on parle de restaurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est défaillant, qui dysfonctionne. Alors quels sont plus en détail les problèmes que nous rencontrons vis-à-vis de l'eau aujourd'hui ? Alors, il y a 2 grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est confronté, on appelle ça maintenant la guerre de l'eau, on a un manque d'eau potable, donc on est confronté à une eau qui est de plus en plus polluée, avec des polluants éternels, avec des pesticides, avec tout un tas de résidus qu'on retrouve dans nos aliments, dans l'assiette et même dans les cheveux des enfants, on peut le mesurer. Donc ces niveaux de pesticides et donc des maladies, des conséquences pour l'homme. Donc il y a effectivement l'eau est abîmée en quelque sorte, et puis elle est confrontée à des discontinuités, à des déséquilibres, et donc d'où le trop d'eau, pas assez d'eau. Et là, le grand phénomène qu'on observe et qui augmente depuis des années, c'est la mort des sols. Et donc, par le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la grande opération de remembrement, où on a coupé les haies massivement pour faire passer des grands engins agricoles et faire du labour profond, et à répéter le labour et le labour et le labour, eh bien, aujourd'hui, scientifiquement, c'est démontré que les micro-organismes qui vivent à 30-40 cm au fond du sol
on les remet en surface, et ceux qui sont en surface, on va les mettre au fond du sol en retournant le sol, et donc le sol se meurt. Et tous les micro-organismes, toutes les activités vivantes dans le sol disparaissent. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, par le fait qu'on a supprimé les haies, tous les oiseaux, la microfaune et la macrofaune qui peuvent vivre dedans, les petits animaux, les insectes, n'ont plus de refuge. Et donc le fait qu'il n'y ait plus de vers de terre dans le sol, qu'il n'y ait plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, et donc on a constaté de plus de 70% de l'effondrement de la population d'insectes, et donc c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est l'effondrement du vivant. Alors ça, on va sûrement le développer, on va en reparler, c'est-à-dire que les forces vitales du territoire se retirent progressivement. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a des grosses pluies? Eh bien, avant la Deuxième Guerre mondiale, nos sols avaient 4 tonnes de vers de terre à l'hectare à peu près. Ça, c'était mesuré par Claude et Lydia Bourguignon. 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Et les vers de terre, ils font des galeries. Quand l'eau tombe, eh bien, l'eau, elle s'infile dans les galeries et elle va reconstituer les nappes phréatiques. Et après les labours, on est passé de 4 tonnes à 150 kilos, voire plus du tout. Et donc, quand il pleut, le restant d'humus qui est sur les 5 premiers centimètres part à la mer. Et donc, ça va dans les rivières. Et donc, le film nous le démontre. Alain Canet a fait une conférence là-dessus et il l'a bien exprimé aussi bien dans le livre que dans le film, qu'on voit des mers de boue qui sortent des fleuves. L'eau est toute brune. Eh bien, c'est l'humus, c'est toute la fertilité. Et donc, en ce moment, on a un effondrement de la fertilité de nos sols. Et il y a des conséquences directes à ça, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la production, il y a une baisse de la qualité des céréales, et donc il y a vraiment une crise qui augmente de jour en jour par ce dysfonctionnement de l'eau. Il a été démontré, je peux préciser, que lorsqu'il y a une différence de température entre l'eau de pluie et le sol, si l'eau est plus froide et le sol plus chaud, ce phénomène-là fait perdre sa capacité au sol à absorber. En plus. Par contre, si le sol est couvert et que c'est plus frais, et l'eau est donc plus chaude et le sol plus frais, à ce moment-là, l'absorption du sol en est transformée. Donc ça, c'est au XIXe siècle, ça a déjà été démontré. Et donc, le fait de faire de l'ombre sur le sol est favorisant pour l'absorption de l'eau. En fait, quand on voit ces grands champs, quand on se promène en France et qu'on voit ces grands champs complètement dénudés, qui ont été labourés, en plein été, ils chauffent, ils sont vraiment grillés, quoi. Les micro-organismes, la température, elle doit être à 50-60 degrés. Et donc l'eau, elle est quand même si elle est à 30 degrés, il y a une sacrée différence. Et ça, le sol, il ne peut pas absorber. Donc et les micro-organismes meurent. Donc c'est un tout. Et c'est très important, ce qu'on a voulu montrer, c'est tout l'enchaînement systémique de tous les éléments du vivant. Du minéral, de sa température, des micro-organismes, de ce qui est invisible, des végétaux, des champignons, des mycorhizes, et des arbres, bien sûr, le phénomène de la photosynthèse. Et donc, si on ne prend pas ça en compte, c'est-à-dire c'est un problème de conscience et de connaissance, si on ne prend pas ça en compte, on déstructure tout, quoi. C'est ce qui nous a motivés à faire ce film, à écrire ce livre. D'ailleurs, dans le documentaire, on parle de civilisation de l'érosion. Donc c'est les 5 premiers centimètres, si j'ai bien compris, qui sont les plus importants. C'est là que se trouve la fertilité du sol. Et là, c'est ce qu'on laboure, c'est ce qu'on abîme. Non seulement on le laboure, on le retourne, mais en plus, comme quand il y a les fortes pluies et qu'il n'y a pas de couvert, ce qu'on appelle le couvert végétal, le sol n'est pas recouvert par du végétal, la matière minérale, elle est à nu, eh bien, il y a un phénomène, on appelle ça de toile cirée, c'est-à-dire il y a un phénomène d'érosion, c'est-à-dire que toute la surface, elle est balayée. La terre ne peut plus absorber l'eau pour la descendre dans les nappes phréatiques. Elle devient pulvérulente, et je ne sais pas si vous avez essayé de mélanger de l'eau avec de la poudre. Des particules fines ne se mélangent pas a priori, quoi. Ça ne fonctionne pas en fait. Il faut qu'il y ait une certaine, que ce soit grumeleux, qu'il y ait une certaine structure du sol
pour que l'eau puisse... mais à force de faire puis le vent avec les poussières, tout ça, ça fait... Les particules fines restent et puis après ça part à la mer. Donc, d'où les inondations aussi. On va parler d'érosion des sols. C'est un phénomène nouveau qu'on découvre sur les vidéos qui sont publiées, où des personnes en ULM vont filmer les champs. Et on voit que les champs qui sont en pente, ils ont des très très jolies formes comme ça, comme des arbres qui sont dessinés dans le sol. C'est un ravinement. Les ravinements, c'est très joli vu du ciel, mais c'est une catastrophe au niveau du sol. Donc quand on est en voiture sur la route, si on est au même niveau, on ne le voit pas. Donc on ne se rend pas compte du phénomène d'érosion, mais là il y a eu des lanceurs d'alerte, il y a même un film documentaire qui a été tourné rien que sur le sujet, qui est vu du ciel, et on s'aperçoit que l'érosion, elle n'est plus arrêtable aujourd'hui. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de haies pour ralentir le chemin de l'eau, ralentir l'eau qui tombe en quantité. Et c'est une catastrophe aujourd'hui pour la sécurité alimentaire. Par rapport au rôle de l'arbre, parce que figurez-vous que moi, vous commencez directement par ça dans le film, le lien entre la pluie et la forêt. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas, on ne nous l'apprend pas. C'est comme le dit l'un de vos intervenants au début. Il disait, c'est incroyable, il se révolte, il dit, mais c'est incroyable qu'on ne sache plus ça. Vous pouvez réexpliquer le lien qu'il y a entre forêt et pluie, que la forêt crée la pluie ? Vas-y Sabine, Oui, bien sûr. Alors, comme j'essaie de l'esquisser là au début de l'entretien, il y a un phénomène d'évapotranspiration qui se produit parce que l'arbre crée donc sa photosynthèse. Il y a des équations très précises qui ont été trouvées qui démontrent que l'eau avec l'énergie solaire et le gaz carbonique crée des sucres et puis c'est-à-dire de l'énergie, la cellulose, et puis de l'oxygène et aussi de l'eau. Parce que, mettons, s'ils vont prendre 6 molécules d'eau, ils vont rendre 12 molécules d'eau, ils vont rendre 6 molécules d'eau. Donc, il y a toute une hygrométrie, hygrographie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, autour des arbres. Et on le voit très très bien. Et quand nous avons rencontré Francis Allais chez lui à Montpellier, il nous a bien expliqué que les arbres provoquent la pluie en ce sens parce qu'ils en ont besoin. Et ils vont mettre, notamment lui, les spécialistes des zones tropicales, des molécules volatiles et qui vont faire un ensemencement de nuages, finalement. Parce que quand il y a un nuage et qu'il y a de la vapeur d'eau, s'il n'y a pas des petites particules différentes d'eau, qui ne soient pas H2O, à ce moment-là, il y a les molécules qui s'agrègent et petit à petit, boum, la pluie tombe. Donc les arbres ont créé la pluie, dit-il de cette manière-là. Les arbres appellent la pluie. Ils appellent la pluie, puis il a créé, puisqu'il la génère par le fait qu'ils vont ensemencer les nuages. De même, Hervé Covès, que nous avons rencontré, qui est un ancien ingénieur agricole, qui travaillait pour la Chambre d'agriculture de la Corrèze, lui, il nous explique que les champignons qui émettent des spores qui montent petit à petit, et quand ça fait des vortex, ça monte, ça ensemence les nuages et ça fait des gouttes d'eau. Donc ça veut dire que le nuage doit être ensemencé naturellement. Dans l'océan, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas d'arbres, mais le sel, enfin je sais pas quoi, il y a tout ce qu'il y a, des ionisations, disons, différentes de toute la vapeur d'eau fait qu'il pleut. Et donc quand il n'y a pas d'ensemencement, quand il n'y a pas de végétaux, donc la pluie ne peut pas venir. Il faut qu'il y ait ce phénomène-là. Donc ça vient de là. Pas de forêt, pas de pluie. Pas de forêt, pas de pluie. Et d'ailleurs, Francis Allais est bien placé en tant qu'observateur, le radiodécime dans les forêts tropicales, et il nous a parlé des pluies qui tombent dans les forêts tropicales. C'est comme une douche, vous mettez votre bras et vous ne voyez plus la main. Donc il y a des quantités phénoménales. Plus il y a une densité d'arbres, plus il y a de pluie. Sur la France, on peut le voir là où il y a encore du bocage.
eh bien, il y a plus de pluviométrie, il y a plus de pluie. Et que dans les plaines où on a coupé les arbres, eh bien, on a de plus en plus de périodes de sécheresse très longues et surtout la mort des sols. Vous pouvez rappeler l'anecdote des colons qui sont arrivés en Amérique et avec le problème du trop d'eau. J'ai beaucoup aimé cette... Ah oui. Là, c'est un chercheur du CNRS qui s'appelle Fressos, son prénom. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle, avec un collègue à lui, qui s'appelle « Les révoltes du ciel ». Et donc, il est interviewé donc, dans le film, et c'est très intéressant. Ce livre est très intéressant, je l'ai lu d'ailleurs pour bien comprendre tous ces phénomènes-là. Et ça a toujours été un débat au niveau des hommes politiques et des gens en France pour savoir s'il fallait couper les arbres ou s'il fallait les planter et les maintenir. Pourquoi ? Parce que quand il y a des arbres, il pleut. Quand il n'y a pas d'arbres, il ne peut plus. Mais quand il pleut trop, c'est malsain. Et donc, ça a été un grand débat, il y a eu des enquêtes, enfin, ils ont fait... Pour ça, il est très intéressant ce livre à lire. Et il raconte aussi que le fils de Christophe Colomb a témoigné donc ce que son père disait. Et ils ont constaté que les arbres génèrent la pluie. Les arbres génèrent la pluie, c'était exactement le terme employé par Christophe Colomb. Pourquoi ? Parce que quand ils allaient sous les tropiques et dans ces îles-là, ils voyaient bien que ça torchait en permanence. Et donc, pour les navigateurs, c'était pas bon. Parce que leurs réserves pourrissaient. Et donc, ils avaient constaté aux Canaries, quand ils étaient allés à Madère plutôt, même aux Canaries, ils avaient commencé à faire la culture de la canne à sucre. Ils avaient compris dans ces échanges. Et là, ils avaient donc tout coupé. Et Christophe Colomb, qui est allé quelques années après... à nouveau, il avait fait escale à Madère et il pleuvait plus, quoi. Là, carrément, il pleuvait plus. Et donc, Francis Allais nous disait mais je ne comprends pas qu'on ait pu, en tapant sur son truc, il dit, je ne comprends pas qu'on ait pu oublier une connaissance pareille. On le sait depuis les Romains. Et d'ailleurs, les moines défricheurs, exactement, s'installer, ils voulaient être dans des lieux assez protégés aussi. Parce que ce n'étaient pas des guerriers. Donc les marécages, peut-être les protégeaient, mais d'un autre côté, ils voyaient bien que ce n'était pas très sain, il y avait des fièvres. Et donc, ils défrichaient et ils mettaient en culture, parce qu'en fait, ils bossaient et puis il fallait manger, quoi. Et puis, ils faisaient vivre les villages autour, il y avait des échanges, il y avait toute une économie avec les monastères, autour des monastères. Donc voilà, c'était une très grande question. Comment trouver l'équilibre entre... la quantité d'arbres et, et les cultures. Et donc ça, c'est tout l'art et c'est une civilisation en fait qui se crée. La culture de l'eau, la culture de la pluie, c'est justement une civilisation qui a trouvé finalement, par ce lien avec l'eau et l'arbre, a trouvé l'équilibre. Et pour ne pas arriver à des catastrophes. Alors bien sûr, des catastrophes, il y en a eu. Quand on voit à Paris... 1910, tu peux raconter les inondations, il y en a toujours eu. Oui, j'ai pourtant, fait c'était boisé. Là-dessus, ouais. Donc effectivement, on a eu 5 grandes crues en 100 ans, de 1899 à 1999. Si vous faites une recherche, vous verrez qu'il y a eu 5 grandes crues en France, dont la plus grande était celle de 1910. Et c'était en janvier 1910. Et là, la Seine est montée à 8,63 m. Donc il y a 44 000 appartements et caves qui ont été inondés à Paris. On a des photos prises depuis l'Opéra de Paris et les rues de Paris, c'est devenu Venise. On se déplace en barque. Mais c'était dramatique pour l'époque parce que le chauffage des immeubles se faisait par des poêles à charbon. Le charbon, on le vidait par le soupirail dans la cave et on montait les seaux à charbon. Et l'eau, elle montait jusqu'à 2 mètres du sol. Donc les caves étaient inondées en plein hiver, plus de chauffage. Ça a coûté très très cher et ça a mis longtemps à réparer tout ça. Donc on a eu une crue centennale. Donc là, ça a été dû à quoi cette crue alors ? Parce que c'était pas l'époque de l'érosion encore en 1910. Tout à fait. Donc ça fait partie des cycles historiques qu'on peut observer dans toute l'histoire. Il y a eu des grands froids, il y a eu des grandes chaleurs et des grandes pluies.
Et donc maintenant, les enjeux majeurs pour les temps qui viennent, c'est de s'informer, d'observer ces dysfonctionnements et de se mettre en route pour apporter des solutions. Alors justement, en parlant des solutions, je crois qu'on parle d'hydrologie régénérative dans le livre et même dans le documentaire. Si vous deviez expliquer ça à des enfants de 10 ans, ce qu'est l'hydrologie régénérative, bon, les termes parlent d'eux-mêmes, mais vous feriez comment ? Eh bien, justement, c'est un terme qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça par de jeunes hydrauliciens et qui ont compris qu'il fallait vraiment former des maraîchers, former des enseignants à cette hydrologie régénérative. Elle consiste en quoi ? En fait, c'est vieux comme la nuit des temps. Parce que je peux dire que les Marocains, pour avoir un peu roulé dans l'Atlas et tout ça, et quand on voit la manière dont ils ont su, à partir des oasis et puis des roches un peu à nu, faire circuler l'eau, franchement, depuis l'ancien temps, ils savaient très très bien faire. Aussi bien en Inde, Vandana Shiva l'explique, enfin, tout ça, ça existe depuis des générations et des générations. C'était le bon sens, parce qu'on sait que l'eau, quand elle est horizontale, elle ne coule pas. Et quand il y a un terrain en pente, elle va couler. Et donc l'idée, c'est que quand il pleut, il faut ralentir le fameux chemin de l'eau et donc créer des zones un peu creusées, on appelle ça des baissières, qui soient parfaitement horizontales, de sorte que quand la pluie tombe, elle va aller dans ces fossés-là et elle va stagner et elle va pouvoir être infiltrée. Et ensuite, on peut aussi prévoir toutes sortes d'ouvrages pour permettre des petites retenues collinaires ou des petits réservoirs, de sorte à avoir un gain d'eau par rapport à une zone après une époque de sécheresse. Et on peut avoir, et là, faire des semis avec de l'eau. Des mini-bassines. Ah mais oui, non, sans mais plastique. Non, des mais retenues collinaires. Voilà. Là, on ne pompe pas dans la nappe phréatique, on ne vide pas la nappe phréatique. C'est au contraire, c'est l'eau, le ruissellement de l'eau est maîtrisé par toutes des techniques de ralentissement de l'eau. Donc on la ralentit. Après, on la répartit. Quand on fait ces ouvrages-là de ralentissement, il y a les particules fines qui vont se mettre là et donc on va pouvoir planter. Donc ça aide aussi à pouvoir planter et hydrater les plants d'arbres qu'on aura fait. Donc ça c'est la partie. Et en fait, on peut aussi la répartir sur le terrain. Si on a par exemple une pente comme ça, s'il va pleuvoir et que l'eau elle va faire un sillon, si on ne fait rien, elle va creuser un sillon principal. On sait bien, il y aura plein de petits trucs, puis la ligne de plus grande pente va être choisie pour l'évacuation de l'eau. Par contre, on va la répartir, c'est-à-dire qu'avec ces plans horizontaux, on va pouvoir après faire un petit aménagement pour la mettre par-ci, par-là. Et à ce moment-là, elle sera répartie, ralentie, infiltrée et stockée. C'est ça, ces 4 points, comme dit Chansak Balam, qui est dans le film, il dit c'est vieux depuis toujours, que c'est du bon sens d'observation de celui qui est connecté à sa terre. Il voit le comportement de l'eau, il voit que si il met sa main, ça fait barrage, et donc ça va le ralentir. En gros, c'est ça, l'hydrologie régénérative. Si on devait encore plus synthétiser, donc c'est apprendre à récupérer l'eau de pluie, à en réduire le débit, à mieux le répartir, et faire en sorte que cette pluie s'infiltre bien dans les sols et qu'elle ne dévale pas. Et ensuite... On ne réduit pas le débit, parce que le débit, il est ce qu'il est. Oui. Il y a ces tant de millimètres par mètre carré. Par contre, on va ralentir le débit d'écoulement. C'est le débit d'écoulement qui sera traité. Alors après, on peut stocker dans ces petites zones qu'on creuse en surface. Et après, dans les nappes phréatiques, plus l'eau s'infiltre, plus il y en a dans les nappes phréatiques. On reconstitue la nappe phréatique. Et pour les zones où il n'y a pas de nappe phréatique, par exemple là où j'habite, il n'y a pas de nappe. Donc comment est-ce qu'on peut stocker quand même l'eau ? Comment on fait En fait, dans la zone là où tu habites, c'est vraiment enherbé, il y a beaucoup d'herbes. Il n'y a pas de terrain nu, sauf pour les
les agriculteurs qui font les champs de maïs ou les champs de blé, qui à un moment donné, les terrains restent quelque temps dénudés, hein, complètement dénudés. Et là, il y a perte de fertilité, effectivement. Sinon, pour le gros des terrains qui sont en herbe et en pâturage, ben là, c'est pas pareil, il n'y a pas de fuite de particules fines. L'eau, elle est comment dire, naturellement imbibée dans le sol. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que l'écoulement des eaux se fasse correctement. Sinon, on a des tourbières qui se mettent en place. Alors, ça a un intérêt écologique, la tourbière, puisqu'il y a des tas de... Ici, ils appellent ça les mouillères. Hein, donc, on peut avoir une mouillère sur son terrain si ça ne prend pas trop d'espace par rapport à l'exploitation agricole. Sinon, il faut drainer. Et quand il y a une résurgence, et ben à ce moment-là, dans ces régions-là du Limousin, il y a beaucoup de retenues d'eau qui ont été faites, justement avec des cultures de poissons. Donc ça contribue à l'autonomie alimentaire. Donc il y a eu une adaptation qui a été faite, puisque l'eau coule naturellement, et donc les gens ont fait des petites digues, et on fait des élevages de poissons, donc ça s'est adapté, c'est une autre culture de l'eau. Moi, je reviens sur la question d'Estelle, qui est intéressante, parce que on voit qu'il y a dégradation des sols et des paysages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse de la production agricole, et donc il y a de plus en plus un enjeu de sécurité alimentaire pour le futur, et un enjeu de santé publique pour le futur, un enjeu de restauration, de maintien et de restauration de la biodiversité. Donc là, on est face à un grand défi. Et le défi, c'est nous, adultes, la responsabilité qu'on porte par rapport à nos enfants, et donc la génération future. Et aujourd'hui, on a dépassé tout un tas de seuils d'effondrement, de limites des ressources, et il importe de trouver des solutions. Or, on s'aperçoit que les États et les organisations internationales sont très peu à même de nous accompagner pour changer de comportement, changer de pratique et de revenir à ces pratiques vertueuses. Donc, les réponses, elles vont venir des gens directement sur les territoires. Et toutes les communes, sans exception, toutes les communes sont confrontées aujourd'hui à l'augmentation des violences du climat, des fluctuations du climat, trop d'eau, pas assez d'eau, sécheresse, inondation, des masses d'air violentes. Il n'y a plus rien pour arrêter le vent à l'échelle du sol. Il n'y a plus de haies, il n'y a plus de forêts, de bosquets, etc. Il n'y a plus de couvert végétal, et il n'y a plus rien pour ralentir l'eau qui tombe de manière violente. Donc l'enjeu pour nous, ça c'est une clé majeure, je pense, pour les temps qui viennent, ce sera d'apprendre à vivre et à innover à l'échelle des bassins versants. C'est une culture qu'on n'enseigne pas à l'école. Et donc aujourd'hui, c'est fondamental pour nous et les générations qui viennent de corriger les erreurs qu'on a commises dans les 50 dernières années pour réparer. Et donc réparer à l'échelle des bassins versants. Pourquoi les bassins versants ? Parce que c'est le chemin de l'eau. Et donc c'est... Tu peux nous dire plus précisément ce que c'est que les bassins versants ? Le bassin versant, quand vous avez un territoire avec des monts, des collines, des reliefs, l'eau, elle tombe sur les reliefs, elle a un versant sud, elle va s'écouler vers le sud, mais elle ne va pas remonter pour aller de l'autre côté vers le versant nord. Donc en fonction des versants, nord, sud, est, ouest, l'eau, elle va toujours choisir le chemin de moindre résistance. Donc elle va descendre par la gravité vers les petits ruisseaux qui vont donner les petites rivières et les grandes rivières, les fleuves jusqu'à la mer. C'est le bassin versant. Et donc le chemin de l'eau, c'est le fil conducteur de la régénération des territoires, des sols, du vivant, de la biodiversité. C'est le fil conducteur. C'est pour ça qu'on appelle la restauration du chemin de l'eau. Et donc, ralentir ce chemin de l'eau, c'est tout l'objet de l'hydrologie de régénération qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Et là, ce qui est très, très intéressant avec ce que Chansak Balam nous transmet comme connaissance dans le film, avec les formations
de Permalab, par exemple, ou Renaud Hermin avec la Water Family, qu'on présente dans le livre en détail, et il présente l'expérience de sa ferme dans le sud-ouest, où il y a des grandes tombées de pluie et qu'il y a des montées de boue jusque dans la maison chaque année. Et là, maintenant, par le fait qu'ils ont fait ce qu'on appelle les keyline design, qu'ils ont fait des lignes clés horizontales à la courbe de niveau, avec des fossés de 2 mètres de profondeur, donc ça donne des formes arrondies comme ça, puisque c'est la même courbe de niveau, c'est très joli. Il y a les fossés. Quand l'eau descend et ruisselle, elle est prisonnière dans ces fossés. Donc elle va monter dans les fossés, on le voit, c'est filmé, c'est très joli, même les enfants font du paddle dans les fossés, hein. C'est amusant, ça fait sourire, mais surtout, ça ralentit le chemin de l'eau. L'eau, elle s'infiltre, elle va restaurer la nappe phréatique, et ils vont pouvoir planter des arbres, ça va encore plus ralentir, ça va créer de la fertilité, les arbres vont s'enraciner, vont être en pleine forme du fait qu'ils auront de l'humidité à proximité. Et donc à partir de là, il y a un début de régénération à l'échelle du bassin versant. Si on apprend ça dans les écoles, aux enfants, comme le fait Fabien Tournant aujourd'hui, qui a présenté les semences anciennes reproductibles dans le film ou dans notre livre En route pour l'autonomie alimentaire, et il enseigne ça dans plein d'endroits en France, y compris au Maroc, en ce moment il est au Sénégal, il apprend aux enfants des écoles à le faire. Et donc les enfants, ils comprennent par des petits jeux comment on peut ralentir l'eau par des petits barrages, lui faire des petits ouvrages pour lui permettre de s'arrêter, de s'infiltrer, la répartir, l'infiltrer, la stocker, et donc on répare. Et donc ça, cette fameuse keyline, faire des fossés sur le terrain, donc ça c'est des particuliers qui peuvent faire ça, mais aussi donc les agriculteurs. Ah oui, exactement. Et il y a aussi beaucoup d'agriculteurs peut-être qui ne savent même pas ça. Ah exactement. Oui, mais il y a des formations. Là on voit dans le film une formation de Chansak Balam là, qui fait ça, hein, c'est leur métier. Ils font ça de manière très très professionnelle avec des plans, des instruments. Ils vont mesurer, voir le bassin versant quand vous avez une grande propriété et comment dessiner sur le terrain, et des agriculteurs qui viennent se former, bien sûr. Ils l'ont compris. Avec le niveau égyptien. Si vous voulez, il y a tout un mouvement de professionnels, hein, qui sont formés. Il y a Vers de Terre Production qui forme, il y a l'agroforesterie, il y a le maraîchage sol vivant, il y a les entretiens à Elne, là, de l'agroforesterie, c'est ça ? Les agroécologiques. De l'agroécologie, voilà. Il y a des termes, agroforesterie, agroécologie, permaculture, keyline design. Donc tout ça, ça fait partie d'un mode de culture qui tient compte du relief, qui tient compte de l'invisible, de tout ce qui se passe, des micro-organismes, de leur rôle qui sont dans le sol, tient compte des arbres. Et donc, c'est accessible, mais entièrement accessible. On a l'exemple d'André Trivin, qui est dans notre film et dans le livre. Lui, il est maraîcher sol vivant. Il dit, moi, je suis maraîcher sol vivant. Il a fait une AMAP, hein. Il gagne bien sa vie. Et il s'est formé sur Internet, parce que lui, au départ, il était dans le poisson, parce que son père était poissonnier. Et ils habitent au bord de la mer, c'est normal. Et donc, il a eu cette fibre. Il s'est formé par Internet, par les conférences qui sont extraordinaires. Vers de Terre Production, mais il y a des gens très, très compétents qui interviennent là. Même moi, j'écoute, mais je me régale, hein. Et donc, on comprend tout l'enchaînement et qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, il nous donne les clés. Donc, bien dans le livre, on explique bien tout son processus. Et il est tellement, c'est tellement performant comme système qu'en fait, il gagne bien sa vie. Et il prend le temps d'être élu à la mairie, de s'occuper de tas d'autres projets. Et donc, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait un équilibre. Oui, il expliquait dans le film qu'autour de lui, tous les terrains étaient inondés, mais que le sien... Pas du tout. Nickel. Et donc, il y a certaines de ces conférences qui sont en accès libre, parce que quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se financer une formation, un agriculteur, des fois, ils sont le couteau sous la gorge. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut arriver à faire sa transition. Quand on est déjà agriculteur, maraîcher par exemple, très traditionnel, hein, comme on dit, conventionnel, bon, je ne sais pas pourquoi on a trouvé ce mot-là, hein, c'est convention, bon, mais disons une agriculture où il faut beaucoup arroser, où on met de la chimie et tout ça, pour arriver à
À passer en agroforesterie, ça demande un peu de temps, mais pas énormément. Mais pendant ce temps-là, ça ne produit pas. L'exemple de Raphaël Colicci, 7 ans avant d'avoir les pouvoir planter ses premiers oliviers. Il faisait autre chose, il gérait une cave oléicole, mais quand même. Et son pari a été gagné, c'est extraordinaire. Donc dans le sud de la France, il a fait ça, Voilà. sur une zone où vraiment où il y avait que de la pierre. Oui. Et aussi sur l'île Maillot. On l'avait interviewé pour Nexus, Ouais. Sur une île où il n'avait pas plu depuis des années. Voilà. Il a réussi à recréer voilà. Non mais c'est un havre. Mais comme quoi ça marche, parce qu'en fait, il y a l'intelligence du vivant. Mm. Et nous, on croit être plus intelligent, mais non, on détruit tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a compris le fonctionnement du sol avec les micro-organismes et les apports qu'il faut faire en couvert végétal, c'est très bien expliqué dans ce film et dans le livre, on comprend très très bien que ça se met en route. Nous-mêmes, on l'expérimente. Il suffit qu'on fasse ça, toi, c'est ton domaine, tu peux très bien l'expliquer. Ça fonctionne, quoi, ça marche. Et donc... Alors pour que les auditeurs comprennent mieux, à partir d'un sol parfois aride de chez aride, on peut quand même créer la vie. Exactement. Si on nourrit le sol, on commence par nourrir le sol. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de manière résumée ? Nous, ça fait 10 ans qu'on expérimente et qu'on fait des recherches là-dessus pour créer des protocoles pour aider les gens. Donc on a créé l'Université francophone de l'autonomie alimentaire avec un site ressource qui s'appelle autonomiealimentaire.info et il y a des tutoriels en libre téléchargement avec les photos des étapes, des vidéos pour expliquer et comment créer du sol vivant sans argent sur du béton. Donc, vous voyez, on part de zéro. Pourquoi ? Parce qu'on a donné plus d'une centaine de conférences. Et la question qui revient le plus dans les conférences, je suis convaincu, mais comment démarrer quand on n'y connaît rien et qu'on n'a pas de moyens ? Donc ça, c'était la demande qui revenait le plus. Donc on a imaginé des outils pédagogiques. Alors il y en a un pour les enfants, on appelle ça la marelle nourricière. Donc c'est un petit jeu, tout le monde connaît le jeu de la marelle pour de la terre au ciel, etc. On a la forme de la marelle et nous on a imaginé sur le jeu de la marelle, on a fait jouer des enfants à la marelle et après sur le design de la marelle, on a fait des coffrages en bois de 30 cm de haut et à l'intérieur, on a fait jouer les enfants pour construire un sol en 100 jours. Et donc on a mis 2 couches de carton d'emballage, du bois mort en décomposition, et après on a fait ce qu'on appelle la technique de la lasagne, brun, vert, carbone, azote. Donc on a mis des feuilles mortes, on a mis des coupes de gazon récupérées du voisinage, on a mis à nouveau des feuilles mortes, donc brun, vert, carbone, azote, on alterne comme une lasagne en cuisine. Hein. Et après on est allé chercher sur le marché des déchets de légumes. Et les épluchures de légumes, c'est très azoté, donc ça va faire prendre assez vite cette lasagne. Et on a recouvert par du foin. Les enfants ont planté des pommes de terre, et tout autour de la marelle. Et au bout de 100 jours, eh bien, ça a été une abondance de pommes de terre. On avait même des tomates et des courges qu'on poussait en même temps dedans. Ça a très bien fonctionné. Donc ça, ce sont des outils. Il y a un film qui est disponible sur le site de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, un tutoriel avec les étapes, mais on le fait encore à plus grande échelle. On l'a fait 2 fois sur un terrain de tennis, un ancien terrain de tennis. On a fait un jardin mandala, un jardin en forme de cercle concentrique avec un keyhole garden au milieu. C'est un jardin en trou de serrure avec une tour de compostage. Et là, on est sur du béton. Et donc, on a associé des acteurs. Et ça a fonctionné. On s'est donné un défi de produire 100 kg de légumes en 100 jours sur du béton, sans terre et sans argent. Marc Kahn est venu le visiter, il a filmé. Puis un jour, il a décidé de monter le film. Il l'a produit, il l'a mis en ligne. C'est sur notre site également. Et il a obtenu un prix au Festival des Possibles à Sens. Et ça a été une révélation pour beaucoup de gens qu'en 100 jours, avec des feuilles mortes, avec des coupes de gazon, avec du bois en décomposition et des cartons qu'on allait chercher aux poubelles des commerçants, on arrive à produire de la fertilité, mais vraiment du sol de haute vitalité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la nature, elle répond présent dès qu'on crée les conditions. Donc, vous voyez, d'un côté, on a les forces de vie qui se retirent parce qu'on ne respecte pas
les cycles du vivant, on ne respecte pas les conditions de la biodiversité et du vivant par le sol couvert, par la présence des arbres, les haies et la biodiversité, bien entendu, les insectes pollinisateurs. Tout ça, c'est en train de s'effondrer, on ne le respecte pas. Mais si on le respecte, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes les connaissances pour reverdir les déserts. Donc on le montre dans le premier livre, En route pour l'autonomie alimentaire. On le montre dans ce second livre qui vient de sortir, Cultiver la pluie et restaurer le chemin de l'eau, avant, après. Et on a parlé là de Raphaël Colici sur l'île de Mayo. Mayo, c'est où? C'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est à 800 km du Sénégal. Donc il fait très chaud là-bas et il n'a pas plu pendant 13 ans. Est-ce que vous imaginez un endroit où il fait chaud, il ne pleut pas pendant 13 ans? Résultat, c'est devenu un désert. Et donc le défi qu'a relevé notre ami Raphaël Colici, on a participé au démarrage du projet avec lui qui s'appelle Mayoasis, cultiver la pluie, cultiver l'eau, Mayoasis, chaque goutte compte. Et Raphaël a racheté une ferme à l'abandon sur le Cap-Vert, une petite île donc l'île de Mayo. Et là, il s'est donné le défi de développer une vingtaine de techniques connues des milieux qui proviennent pour beaucoup d'Afrique, et des couverts végétaux comme on vient de parler, mais il y a aussi les engrais verts, il y a tout un tas de techniques qu'on explique dans le livre. Il a une vingtaine de techniques, et au bout de 2 ans, on a les vues, des photos vues du ciel, on a avant, après, on a mis les photos côte à côte sous le même angle, c'est le désert, et après c'est un jardin d'Éden nourricier. Donc, si on peut le faire ici, dans les conditions extrêmes, c'est dire que si nous, en France, avec un climat tempéré, avec je dirais un territoire idéal pour la culture, qu'on a toujours connu, eh bien aujourd'hui, on peut, le maire d'Elme, Nicolas Garcia, témoigne dans le film, on l'a retranscrit dans le livre, on sait financer les agriculteurs, les paysans, pour les aider à faire la transition de l'ancien modèle du labour et du sol mort vers l'agroécologie et le sol vivant. Alors, un agriculteur qui voudrait le faire, parce qu'il y en a peut-être qui en ont envie, mais patienter 5 ans, parce que dans le film, vous parlez de 5 ans quand même pour faire la transition. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme moyen? Est-ce qu'il peut avoir des subventions? Comment il fait pendant 5 ans? Parce que c'est déjà difficile quand on est dans un système, qu'on est pris dans la roue du hamster. Comment on fait pour en sortir? Là, pour l'instant, je ne sais pas si la PAC résout ce genre de problème. Je ne crois pas. Il y a plutôt des aides aux grandes surfaces. Enfin, les aides, je pense, actuellement, ne vont pas dans ce sens-là. Ça va plutôt... les petits ou ceux qui sont en bio, ils ne sont pas tellement aidés. Donc ça voudrait dire qu'il y a une prise de conscience, disons, de la hiérarchie supérieure, vers les gens qui sont vraiment sur le terrain, qui prennent conscience que ça serait bien de les aider. Nous, on œuvre pour qu'il y ait cette prise de conscience en se disant attention, là on va dans le mur par certains endroits. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que avant l'interview, tu disais que le chiffre d'affaires, la balance commerciale, les échanges en matière d'agriculture est devenue négative cette année. Ça paraît pas croyable. Donc il y a des données économiques qui nous échappent complètement. Donc je sais pas, c'est l'inventivité de chacun. Ce qui est intéressant dans notre enquête, c'est qu'on a rencontré des gens qui s'étaient adaptés dans leur vie, qui avaient une certaine ouverture d'esprit, qui avaient voyagé et qui se sont quelque part reconvertis, comme le cas de Renaud Hermen. Il était plutôt dans l'enseignement. Et là, donc, il a ouvert une exploitation agricole qu'il a prise, il a remodelé, il a fait son hydrologie régénérative. En plus, il forme des étudiants et il appelle ça d'un terme un peu amusant. Il dit maintenant, on est slasher. Slasher, c'est quoi? C'est le slash. C'est le terme, je ne sais pas si vous connaissez, la barre en biais, on appelle ça un slash. Ça veut dire qu'il est à la fois maraîcher et à la fois il est dans l'écologie, la transmission de l'écologie, et il est dans l'association. Donc il a un métier de transmission d'enseignant, mais aussi il a sa production
sa production agricole. Et donc, il dit, moi, mon grand-père aussi, il était slasher, il avait 2 métiers. Donc, en fait, c'est à l'individu qui mène sa vie de choisir, de faire un pas de côté et de s'ouvrir, comme André, qui était dans le poisson, il est devenu maraîcher et élu. Et donc, voilà, ce sont des personnalités qui sont un peu multiples et qui ont trouvé la ressource en elles pour trouver avec la bonne personne ou des associés ou des regroupements. Donc c'est possible, moi je pense que c'est possible. Maintenant, si on attend après les pouvoirs publics, on peut attendre peut-être longtemps, donc autant se prendre par la main, quoi, et puis faire sortir ses ressources personnelles. Alors déjà, pardon. Oui, je reviens sur la question, pour répondre précisément à la question de la transition des agriculteurs. Nous en parlons dans le livre et nous avons observé un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des subventions européennes ou nationales pour engager sa transition, eh bien, la première chose à faire, c'est pour l'agriculteur, c'est de rencontrer des personnes ressources sur son territoire. Alors, il y a le mouvement Slow Food, par exemple. On le voit, à Elle, il y a Slow Food Pays Catalan, avec Claire Moquier qui œuvre à la mise en relation des acteurs pour la production locale, la nourriture locale et le manger local. Ça, c'est le mouvement Slow Food. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a les associations comme Arbres et Paysages, il y a l'Association française d'agroforesterie, il y a tout un tas d'acteurs maraîchage sol vivant dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Vers de Terre Production, il y a un grand partenaire qui est Terre de Liens en France, qui couvre tout le territoire national avec des centaines de fermes qui vont dans le sens du sol vivant et de la transition. Et puis, il y a des cas particuliers. Je donnerai un exemple. Ici, dans la Corrèze, à côté de chez nous, eh bien, il y a la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Et la LPO est une très grande association en France avec des enfants et des grands-parents et des familles. Eh bien, il y a des programmes avec la LPO où on va chez les paysans planter des haies. Donc, la LPO va toucher des subventions pour l'aide à la restauration de la biodiversité. Et avec les enfants et les grands-parents qui sont disponibles, on voit, c'est filmé, on le voit sur Internet, plantation de haies LPO, vous allez voir, des témoignages, c'est très intéressant. Eh bien, le paysan se fait aider par des bénévoles avec des partenaires comme les associations. Moi, je voudrais compléter aussi. Après, il y a la société civile qui peut s'organiser. Voilà. Et donc, on l'a connu, enfin, on a découvert en faisant notre enquête ce qui se passait en Inde. Donc, on n'en parle pas dans le film, puisqu'on n'est pas allé en Inde pour le filmer, mais on en parle dans notre livre, vers la fin du livre. En fait, on a découvert que sur trois États, donc c'est trois cas, 3 montages particuliers, mais aussi la société civile vraiment qui est mobilisée. Dans un des États, c'est une fondation, une association, une fondation, disons. Oui, c'est une fondation. Une fondation qui fait ça, et qui fait de l'hydrologie régénérative avec plusieurs villages. Parce qu'ils ont aussi la mousson qui s'est réduite et boum, ça tombe bien pendant peu de temps, et après, pendant des mois, c'est la sécheresse. Et donc, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de pauvreté qui s'est développée. Et donc, ils ont fait par une communication vraiment adaptée dans les villages, une mobilisation, une formation. Parce qu'en fait, la formation, c'est stimulation et motivation. Alors, ils ont fait une maquette du relief avec les différents ouvrages dont on parlait tout à l'heure. Ils montrent comment l'eau coule en mettant de l'eau. Donc comme ça, ils comprennent ce qu'ils vont faire. Donc déjà en avance, ils ont compris ce qu'ils allaient faire. Et donc ils ont, je ne sais plus combien de jours ça prend, ils ont un grand chantier avec des aides d'engins quand même, pour faire les ouvrages qui vont bien. Tout est organisé et après, l'eau étant calmée,
À ce moment, ils récupèrent, ils font des réserves d'eau. Il n'y a plus d'érosion qui s'est mise en place. Ils ont pu planter, ils ont pu régénérer, et la richesse est revenue. Donc ça, c'est dans un des États. Et après, il dit, ah bon, alors quel est le village qui a gagné la coupe et tout, qui a bien fait, il les stimule, quoi. C'est un peu comme récompense. Les enfants. Voilà, c'est la récompense, un peu comme les enfants. Et puis, dis donc, ah ouais, ça y est, mais ils ont tous en fait une récompense, quoi. C'est sympa. Un autre exemple, c'est dans un autre où il y avait vraiment de la latérite. Il n'y avait rien. Ils ont réussi en plantant des arbres à ce que les puits se rechargent en eau. C'est formidable. La latérite ? La latérite, c'est la terre rouge qui est... c'est du minéral, quoi. C'est du minéral quasiment stérile. Et donc... Et retient pas l'eau. Voilà. Donc ça c'est bien, parce que moi, ça me plaît, parce que ce sont les gens qui font par eux-mêmes. Et par une organisation. Donc il faut qu'il y ait un visionnaire qui ait du charisme et qui dit « Ah ben voilà, moi j'ai la vision, on va s'organiser, on va motiver, et ça c'est indispensable. » Et les gens, ils aiment bien qu'on leur montre comment il faut faire, hein. Souvent. Et ben donc on les prend là où ils sont, on leur explique bien, il faut être très pédagogue. C'est certes, il faut avoir des moyens. Donc à ce moment-là, la fondation, elle reçoit les fonds suffisants parce qu'il finalement il y a de l'argent, hein, pour ce genre de truc. Donc voilà, moi je pense que c'est une solution aussi qui peut, par la société civile, permettre cette transition pour les agriculteurs qui ont vraiment cette conscience-là. Mais ça rejoint la question que je voulais poser, c'était est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en fait, pourquoi tout serait sur le dos de l'agriculteur ? Si par exemple l'agriculteur produisait pour nourrir la population localement, qui est une sorte d'entraide. Moi, c'est dans mon monde idéal, hein, où les habitants, les agriculteurs, les maires, s'unissent pour produire localement leur nourriture, et non pas qu'elle soit exportée, hein, après. Et donc, je ne sais pas comment les gens pourraient aider ces agriculteurs-là qui voudraient faire la transition, soit par des moyens, il y en a qui sont riches, hein, il y a des gens qui sont riches, qui ont de l'argent à revendre, qui stagnent dans des comptes bancaires. C'est vrai, ouais. Il y a des gens qui pourraient peut-être qui ont envie d'activité physique, au lieu d'aller faire du sport en salle, aller sur le terrain, je sais pas, travailler la terre, aider, des idées comme ça. Bien sûr. Ouais, c'est bien, l'exemple que Sabine vient de citer est intéressant. À la fin du livre, on présente ces cas de l'Inde. Ils ont pris 20 ans d'avance sur nous en France. Donc, et on a des liens où on peut aller voir les vidéos de tout ce qui vient d'être expliqué. C'est absolument magnifique. Et donc, les gens ont pris conscience que la question de l'eau, c'est comme pour l'autonomie alimentaire. C'est l'affaire de tous, ça s'apprend et ça s'organise. Donc d'abord, il faut une mobilisation des populations. Ce n'est pas que des experts, ce n'est pas que des paysans, c'est toutes les populations. Donc dans l'Inde, ça représente des milliers de villages et c'est à l'échelle des bassins versants. Donc là, quand Sabine elle explique, et on le voit, les maquettes qui sont construites et puis ils vont vider un arrosoir et on voit l'eau qui descend et comment on va ralentir le chemin de l'eau, la répartir pour lui permettre de s'infiltrer et de se stocker. Et comme ils disent d'ailleurs, les sources recoulent. Et quand ils disent les sources recoulent, ils sont fous de joie parce que la vie reprend au village. Eh bien, il faut de la main-d'œuvre pour faire tout ça. Et donc, ils sont allés en ville, là où les paysans pauvres sont dans les quartiers pauvres des villes aujourd'hui et tentent de survivre. Ils ont dit, mais on n'est pas obligé de continuer à vivre la pauvreté. Pourquoi on ne recrée pas l'abondance en recréant la fertilité de la nature ? Ils ont compris, les gens. Et donc, c'est ce qui est magnifique dans ces témoignages, quand je dis il y a 20 ans d'avance, c'est qu'ils organisent une venue d'une masse de volontaires, tout corps confondu, qui viennent prêter main forte pour piocher, pour faire ces baissières, pour faire tous ces travaux à la main. Il y a quelques machines qui vont aider quand il y a des grands tonnages à retirer, mais les gabions, tous ces murs de pierre pour ralentir l'eau stockée, c'est fait à la main avec du grillage, etc. Et donc on voit ces populations. Et là, ce qui est extraordinaire dans le film, on voit par exemple, il y a un coiffeur qui vient. Il y a un barbier. Alors vous savez, en Inde, ils aiment tailler les barbes. Et le barbier dit, mais moi, je n'ai pas la force de passer la pioche, mais comme on va être plusieurs jours, plusieurs semaines à travailler ensemble,
eh bien, il met son stand barbier gratuit. Donc le gars qui vient piocher, il va chez l'autre, il va se faire la barbe, et ils font ça en chantant. C'est la fête, c'est joyeux, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça le message pour la France. C'est que c'est à nous, à l'échelle des populations, de prendre en main notre devenir, de nous mobiliser, de nous informer, d'observer et de pratiquer. C'est les 3 clés, hein, s'informer, observer, pratiquer. C'est l'affaire de tous, ça s'apprend, ça s'organise. On a toutes les clés dans les ouvrages, on l'a dans le film, on a des modes d'emploi, on a des encadrés techniques pour montrer qu'on peut le faire, et les reportages montrent qu'à Moutersols en Alsace, avec le maire Patrick Barbier, on le fait à l'école maternelle. À Elne, avec André Trive et Nicolas Garcia le maire, on crée un projet Ville-Éponge avec les populations des quartiers qui sont des quartiers prioritaires, les quartiers les plus pauvres de la ville. Eh bien, c'est avec la population qu'on fait ensemble, et on voit à l'écran, on a pu le voir, hein, les gens sont heureux, ils font des apéros jardinage, et ils plantent ensemble, ça fait rafraîchir la ville, ça reconstitue la nappe phréatique, et rue par rue, quartier par quartier, c'est le projet de la ville éponge, et des paysages éponges maintenant, des paysages nourriciers. Ah bah tiens, alors j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que tu peux, on comprend un petit peu, mais quand même le développer, ce que c'est qu'une ville éponge. Donc c'est surtout les villes qui en ont besoin, hein. Oui. Je sais que par exemple chez nous, dans la Creuse, le sol est déjà bien spongieux. Mais aussi, rien à voir, c'est comment faire durer cette énergie. Parce qu'au départ, on peut avoir de l'émulsion. Nous, on a planté des arbres fruitiers. Au début, on était plein, on a fait des photos, on a fait une vidéo, on était tout contents. Et puis, 3 ans plus tard, on n'est plus aussi nombreux pour faire l'entretien des arbres. Donc, comment maintenir, est-ce que c'est à ce visionnaire de départ d'être aussi l'animateur, le géo pendant 3 ans et de donner l'impulsion ou pas? C'est ça. Parce que quand on s'engage, il faut savoir qu'il y a ça aussi, c'est entretenir la motivation. Et est-ce qu'en France, là on parle de l'Inde, et ça fait 3 questions, hein, mais on va peut-être, on va faire. Mais je l'ai dit pendant qu'elles sont là. En Inde, il y a peut-être une certaine culture, certaines valeurs. Est-ce qu'on arrive à les retrouver ici, avec nos rythmes, où on est chacun tous complètement débordés avec le travail, avec bon. Et il y a beaucoup plus de. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits. Que ce soit après des années d'observation, je me suis rendu compte, même au sein des associations, des équipes municipales, même d'amis, comme le conflit peut venir facilement. Donc voilà, comment on maintient cette harmonie entre les gens, malgré les différences, pour faire durer cette motivation? Tu veux répondre? C'est un peu brouillon, mais vous voyez... Oui, non, mais j'ai compris. En Inde, pour répondre à la dernière question, en premier, en Inde, ils expliquent bien qu'ils ont le sens du service. Donc ils savent qu'ils doivent donner, alors ils ont un terme pour ça, en hindou, genre je ne sais pas quoi, ils ont le sens du service. Donc c'est dans leur culture de donner du temps pour la collectivité, chose qu'on n'a pas en France. C'est pas dans notre culture. Dans notre culture. On donne autrement, par les aides, on cotise, on s'entraide autrement. Il y a la vie associative. Oui, il y a la vie associative. Le bénévolat. Mais en France, c'est le bénévolat. Comme ça pour le. Enfin, c'est pas de même nature. Et donc, alors voilà, tenir dans la durée. Ça, c'est sûr que c'est pas évident. Comme on disait au début, ça fait une dizaine d'années qu'on est engagé sur ce sujet du retour à l'autonomie, de l'importance, disons, de la prise de conscience, de l'importance du lien entre l'alimentation et le territoire. Notre territoire, là où nous sommes, là où nous vivons. Et donc, moi je dis c'est des prises de conscience. Soit on est conscient, soit on n'est pas conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Si les gens ne sont pas conscients, on peut rien. Enfin, c'est très très difficile d'agir et on ne peut pas vouloir pour eux. Par contre, nous, ce qu'on a préconisé, c'est dans ce premier livre, là, En route pour l'autonomie alimentaire, on a fait une feuille de route de 21 actions, dont la première consiste à se positionner soi-même. Donc, on part de soi et de voir si tout va bien dans notre vie, ok, il n'y a pas de souci, mais s'il y a quand même, là, on a des difficultés pour digérer, notre alimentation, ça ne nous plaît pas trop, on commence bien à entendre à la télé que l'eau, elle commence à être polluée, merde, comment je vais faire, hein? Donc, il y a peut-être des prises de conscience par des dysfonctionnements de la personne et qui aimerait bien modifier quelque chose dans sa vie.
Donc ça part de soi. Si ça part pas de soi, ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça veut dire que cette personne, elle va s'ouvrir à des possibles qu'elle n'avait pas connus jusqu'à présent. Et à ce moment-là, on a trouvé que nous, un outil, enfin oui, un équipement, un aménagement qui était très très performant pour commencer dans les sites plutôt urbains ou de banlieue, c'est de créer des agoras liés à un jardin potager. Et donc, ça fonctionne très très bien. Et on a plusieurs exemples. Et donc, une agora, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre. Ah, voilà, la chatte arrive vers nous. C'est l'heure du casse-croûte pour la chatte. C'est l'heure du casse-croûte. Tu vas l'appeler, oui, vas-y. Allez, va là-bas, allez, va là-bas. Les chats à faim. Je parlais de manger, alors la chatte a faim. Et donc, ce qui est intéressant dans l'agora, c'est un lieu de rassemblement de personnes qui vont mettre les mains dans la terre. Qu'elles savent jardiner ou pas, n'a pas d'importance parce qu'il faut bien démarrer, qu'il y ait ce premier contact avec le végétal. Et donc, il y en a qui sont vraiment doués pour jardiner et qui ont envie de transmettre. Des personnes plus âgées ou plus jeunes qui sont motivées, ça existe, et donc ils vont embarquer les autres. Et l'agora, c'est un lieu qu'on aménage de manière circulaire, où on peut se parler comme on se parle là, sans mégaphone, hein, on s'entend, et qu'on peut couvrir, qu'on peut mettre à l'ombre et à l'abri de la pluie. Et à ce moment-là, on échange. Et on se rend compte que l'expérience montre que de se réunir au jardin, avec une action collective, ça génère de la créativité, ça génère plein de choses nouvelles, que ça soit de la musique, de la gymnastique, faire des sports, aller planter, aller cuisiner, faire des conserves. Et donc, il y a une stimulation. Donc ça, c'est un très bon équipement. Donc nous, on conseille, pour quelqu'un qui est motivé pour démarrer, de créer une agora. Et on peut, nous... Vous pouvez même aider à... Nous, on peut aider oui. à bien expliquer ce que c'est et donner quelques conseils pour démarrer ce type d'action. Parce qu'il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de Cahors, dans la ville de Cahors, avec Claire Moquier, qui est d'ailleurs dans le film, hein, de Cahors, elle est allée à Elne, travailler à Elne, elle fait les jardins donc, dans la ville. Et à ce moment-là, elle a pu créer une agora avec un jardin partagé. Ça fonctionne tellement bien que la commune les a financés. Les entreprises ont fourni des pierres pour faire les dallages. Les gens s'y sont mis, mais il y a une stimulation formidable. Ça existe toujours, et si bien que la mairie a donné un terrain supplémentaire pour faire une forêt nourricière. Voilà. Donc avec un emploi qui a été consolidé. Donc il y a une dynamique. Parce que la mairie, elle a vu qu'il y avait de l'intérêt, que c'était joli, que les gens s'épanouissaient, les enfants des écoles pouvaient venir. Il y avait une formation, une entraide, ça c'était intéressant. Et donc pour en revenir à la ville éponge, donc ça c'est... moi j'étais urbaniste à la base, hein. Donc j'ai travaillé beaucoup pour les villes, hein, les communes. Et donc le pluvial, c'était bien un problème. J'habitais dans une commune où il pleuvait beaucoup, une commune méditerranéenne en bord de mer, et il y avait des reliefs, mais quand même, les derniers mètres, c'était proche de la mer, quoi. Donc ça évacuait pas. Et donc c'était problématique. Et en Méditerranée, on a des orages très violents, ce qu'on appelle les épisodes maintenant méditerranéens. Avant, c'était les épisodes cévenols. Et donc, il y a une imperméabilisation qui s'est faite avec les supermarchés, toutes les toitures, toute l'urbanisation, les routes. Il y a des milliers d'hectares qui ont été goudronnés et bétonnés. Donc ça fait un débit, quand vous avez tant de millimètres d'eau par heure qui est absolument pas absorbé et qui a un écoulement. Donc ça génère un débit phénoménal. Et donc l'idée, c'est de désimperméabiliser. Donc on casse le béton de sorte à... de faire en sorte que la terre retrouve son rôle d'éponge et de filtration, pour autant que le sol soit absorbable, comme on a vu tout à l'heure, qu'il ne reste pas en plein cagnard, très chaud, et donc ça ne s'infiltrerait pas. À ce moment-là, le mieux, c'est de faire il y a tout un
des techniques hydrologiques, comme dans l'hydrologie régénérative. Il y a plein d'équipements, c'est très joli en plus, voilà, d'aménagement. Et on a fait d'ailleurs, il y a des tas de photos disponibles sur notre site internet pour montrer tous les aménagements qu'on peut faire. Donc les villes ont compris ça déjà, ça commence à venir. Par exemple, le tour des arbres qui sont poreux avec un béton filtrant. Il y a des nous, ce qu'on appelle des nous, c'est-à-dire des fossés qui sont créés avec les écoulements. On a visité l'école de Muttersol, ce qui est magnifique, avec des sols absorbants, des gravillons, des écoulements des eaux, une mare. Des arbres dans la cour de récréation. Des arbres dans la cour de récréation. Et donc là, l'exemple d'Elne, c'est de faire, d'enlever le béton et donc de faire un jardin potager avec la compétence donc, de Claire qui est formatrice en forêt nourricière, et d'adapter toutes les variétés en climat méditerranéen. Et les gens, avec leur eau de douche ou les eaux grises, ce qu'ils appellent les eaux grises, viennent, remplissent leur réservoir et ils arrosent, ils entretiennent. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche, c'est que l'urbain qui était déconnecté du végétal, qui avait chaud, qui s'ennuyait, ou sur les écrans, le fait de voir et de prendre soin, moi je dis ça, prendre soin, ça nous met dans une autre posture. On devient plus délicat, on devient, comment dire, plus humain, plus... et on n'est plus entre quatre murs à se cogner la tête contre les murs, quoi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette planète-là? Et donc à ce moment-là, à partir de là, ils sont sensibilisés à ce qu'ils mangent. Après, ils sont sensibilisés aux producteurs qui fournissent donc leur nourriture. Et donc, c'est un démarrage. L'agora, l'assiette, moi je dis l'assiette et l'agora, c'est un démarrage de prise de conscience pour aller vers l'autre. Et à ce moment-là, on me dit, tiens, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut partager votre travail? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, j'ai essayé. Elle s'est moquée de moi, François, parce que moi, je dis, mais les agriculteurs, je dis en conférence, il faut les soutenir, il faut les aimer, il faut les aider. Alors je dis, moi, je veux aller parler aux agriculteurs. Est-ce que ça vous dirait d'avoir exactement ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Moi, j'avais exactement la même idée que toi. Alors, on va avoir des gens dans leur ferme, qui ouvraient leur ferme, là. Bon, non, moi, je veux personne. C'est ça, oui. Après, un autre, un maraîcher, il était tout seul, on est allé acheter des légumes chez lui. Il m'a dit, non, moi, je veux pas qu'on vienne voir ce que je fais, qu'on me dise ce que je dois faire. Enfin, bon. Donc, on va revenir sur la question que Estelle nous a posée mais c'est la question la plus difficile. C'est comment mobiliser les gens dans la durée. Eh bien, il y a un élément de réponse qui est très intéressant, c'est l'assiette. C'est-à-dire, c'est la nourriture. Et donc, le succès de Claire Moquier à Elne, mais aussi à la Forêt Gourmande, puisqu'elle est directrice de l'école de formation de la Forêt Gourmande avec Fabrice Desjours à Dicône, ils ont du succès. Le carnet de commandes, il est plein pour 2 ans. Donc, et il y a du monde. Il y a de la demande, il y a de plus en plus de villes qui demandent à mettre en place des agoras d'agriculture urbaine et des jardins partagés, des jardins forêts, etc. La particularité de Claire, c'est qu'elle en est à son 3e livre de recettes de cuisine, à partir des fruits récoltés dans les jardins forêts, et puis de s'alimenter avec la ressource locale. Et donc, aujourd'hui, d'associer les gens à la redécouverte de son assiette à partir de la production locale, que ce soit de la production de maraîchage sol vivant ou que ce soit des plantes sauvages comestibles. Ça, il y a un engouement aujourd'hui pour les plantes sauvages comestibles parce que c'est entièrement gratuit, c'est pas trafiqué, c'est sain, c'est riche, c'est vraiment très nourrissant. Eh bien, il faut savoir les reconnaître et puis il faut savoir les cuisiner, les transformer, etc. Et donc, il y a un mouvement en France qui est à l'international, qui s'appelle Slow Food. Donc, Claire est animatrice de Slow Food Pays Catalan dans le Roussillon. Et là, il y a régulièrement des ateliers cuisine, des ateliers découvertes, et sur le goût, sur les recettes, etc. Ça plaît aux gens.
Ça plaît aux gens. Et quand vous appelez les gens à venir manger, à venir déguster, à venir dans une ambiance festive, ben, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, quoi? Je veux dire, ça fonctionne. Mais il faut quelqu'un Il y a une initiative, qui entretienne. en fait, voilà, il y a une initiative. Quand on a fait notre première enquête sur En route pour l'autonomie alimentaire, on s'est rendu compte au Québec, parce qu'on était allé au Québec, donc on a pu bien étudier la question. Il y a les communautés de communes, hein, ça s'appelait comme ça, je ne sais plus quoi, ça portait un nom, qui organisent des cuisines collectives. Et donc, ils ont un peu un rôle social aussi par rapport aux gens qui sont dans l'habitat social, comme en France aussi avec les CCAS, ils font des choses comme ça, pour qu'il y ait une éducation à la bonne nourriture, pour lutter contre l'obésité. On était surpris quand on était au Québec du nombre de gens qui avaient à peu près nos âges, qui se promenaient. C'est pas le déambulateur, mais c'est le déambulateur à moteur, quoi. Ils sont assis sur une espèce de petit, comme la tondeuse là qu'on a, tu vois, mais c'est électrique. Et devant, ils ont le panier pour faire les courses et ils se tiennent. Ils sont comme ça, ils ne marchent plus. Ah, moi j'étais stupéfaite. Alors il y a comme les pistes cyclables, les trottoirs qui sont aménagés pour les handicapés, de la bouffe, hein, on va dire ça comme ça. En surpoids. En surpoids, voilà. Et donc là, ils ont organisé ces cuisines collectives avec des grands champs, de sorte à mettre les mains dans la terre, que ces gens-là soient formés avec un animateur agriculturel, comme ils disent. Il y a toujours la culture qui va avec, parce qu'en fait, c'est à la fois la culture de la terre, mais sa culture, comme on dit, la culture de l'eau, comme la culture des légumes, comme la culture de savoir manger. Ça fait partie de notre culture, hein, et de comportements individuels et collectifs. Ça fait une culture, en fait. Et donc, à ce moment-là, ils ont une production qui est assez phénoménale, puisque là-bas, c'est en grand, hein, quand même, dans ces pays de l'Amérique du Nord. Et alors, après, il faut faire toute cette production-là, à un moment donné, parce que la saison de récolte, elle est assez courte au Québec. Et à ce moment-là, il faut les bocaux. Et chacun part avec ses bocaux. Donc ils les font ensemble. Oui, ils font ensemble, ils ont la formation. Mais là, c'est plutôt comme un service public, hein, quelque chose comme ça. Collectif. Intéressant, parce que c'est vrai que faire ses bocaux soi-même, parfois, tout seul, oui, c'est pas l'hiver, ça peut être... On a vu aussi un exemple très intéressant, là où il y a le hangar qui avait été refait là, dans cette commune. À Louviers. Et donc, à Louviers, il y a eu la collectivité qui a repris un hangar d'une fabrique de barils qui est partie, qui a été exportée en Chine, donc avec une perte d'emploi. Elle était située dans un périmètre de protection de captage de l'eau. Donc il fallait absolument préserver l'eau. Donc là, c'est bien, il y avait la conscience de ne pas polluer l'eau. Donc ça, c'était bien. Et donc la collectivité avait déjà la zone de protection et il y avait une zone aussi périphérique. Donc ils ont acheté ça et ils ont acheté l'usine, ils l'ont transformée en zone, une zone d'activité nourricière, en ce sens que les agriculteurs ont dû signer une convention avec la mairie pour que ça devienne de l'agriculture sans produits chimiques, sans aucun produit chimique, pour la préservation de l'eau. Et dans le local, ils ont aménagé des locaux pour que la production puisse être vendue, puisse être transformée et qu'il y ait des formations. Et à ce moment-là, en lien avec le CCAS de la commune, ils amenaient des personnes pour suivre des cours de cuisine, pour faire leur marché et apprendre à faire sa lessive. Parce qu'à partir de la non-pollution de l'eau, il y avait cette conscience-là de se dire comment on fait notre dentifrice, notre shampoing. Il y a eu tout ce mouvement-là, puis zéro déchet, tout ça depuis des années, hein, quand même. Hein. Et donc, il y avait plusieurs actions, plusieurs plans d'action, mais grâce à la collectivité qui avait cette conscience-là, puis une société d'économie mixte qui s'occupait de tout le truc là. Voilà. Et ce programme, ça s'appelle les Hauts Prés à Louviers. Donc on le développe dans notre livre En route pour l'autonomie alimentaire. On l'a documenté, on est allé enquêter sur place, on a visité. Et c'est une solution pour toutes les communes de France. C'est-à-dire aujourd'hui où on est
en récession économique, on est en récession de la vie du sol, de la santé, etc., de réaliser ce qu'on appelle des zones d'activité nourricière, comme tu viens de le dire, hein, c'était un chapitre du livre, eh bien c'est de transformer des anciennes zones industrielles ou des zones d'activité économique en zones d'activité nourricière, en lien avec l'eau, puisqu'il y a un périmètre de captage de l'eau pour approvisionner l'agglomération. L'eau, elle est polluée par les pesticides, donc le puits de capage n'est plus apte à fournir l'eau. Ils ont changé, ils ont pris plus de 100 hectares de terrain, de terre de céréales, qui est passé en agriculture biologique sans aucun produit chimique. Donc ils se sont rendus compte qu'au bout de 2 ans, il n'y avait plus les intrants et donc il n'y avait plus les pesticides dans les terres, tous les produits chimiques. L'eau est redevenue potable et l'ancienne friche industrielle, c'est presque 10 000 mètres carrés quand même, c'est grand, hein, a été divisée en lots. Et à l'intérieur de ces locaux, par exemple, il y a 3 maraîchers qui se sont installés sur place, en périphérie immédiate, sol vivant, agriculture biologique avec les labels, et ils ont pu mutualiser les engins agricoles. Donc il y a un hangar pour les engins partagés. Ensuite, il y a le nettoyage des légumes. Donc il y a un local pour nettoyer les légumes et les mettre en cagette. Donc pour la distribution, donc tout est mutualisé, il y a un secrétariat commun, il y a des salles de réunion, etc., y compris des salles de cours de cuisine pour la population. Et il y a un lieu d'exposition pour les ventes. Ça crée de la valeur à tel point que des nouveaux légumes à forte valeur ajoutée sont transformés sur place avec un label et c'est vendu jusqu'à Fauchon à Paris. Donc, parce que Louviers, c'est Rouen, Rouen, c'est pas loin de Paris, c'est à 1 heure de route. Eh bien, aujourd'hui, il y avait 67 emplois dans cette usine qui fabriquait des tonneaux industriels. Elle a décliné avec la mondialisation. Les Chinois, ils ont racheté. Et quand ils ont racheté, ils ont pris les brevets, les machines, et puis ils ont abandonné le terrain. Donc, l'activité est partie. Et donc les 67 personnes se sont retrouvées au chômage, il n'y avait plus d'activité économique. Donc vous voyez, ça c'est les cercles vicieux. En recréant ce changement de modèle de protéger l'eau, donc on est bien là dans le chemin de l'eau, intégrer le chemin de l'eau, plus du maraîchage sol vivant, plus l'agriculture biologique, plus la mutualisation, etc., on recrée de la valeur. Et là, eh bien, au bout d'1 an, on a recréé les 60 équivalents emplois. Et maintenant, ça ne cesse de grandir. Donc moi je pose la question à ceux qui nous écoutent. Pourquoi continuer à gérer la pénurie quand on peut cultiver l'abondance par les coopérations et l'intelligence du vivant? Et c'est toute la question aujourd'hui des défis qui nous attendent de dire oser l'abondance, oser le vivant. Et donc tout ça, ça s'apprend et ça s'organise. Ah, ça fait rêver. Ça parle à mon cœur directement. C'est ce que j'aurais envie de voir autour de moi, même s'il y a quand même des choses qui se passent autour de moi déjà. Mais moi, ce qui me chagrine parfois, c'est de voir, et je vais m'adresser à toi, surtout Sabine, parce que tu t'intéresses aux conflits, à comment fonctionne l'être humain en profondeur, qu'est-ce qui peut générer des freins, des blocages. Qu'est-ce qui génère... Quand il y a un beau projet comme ça, je suis sûre que 80% des gens, ça leur parle. On leur évoque un projet comme ça, on coopère au nom de notre alimentation, ça va nous permettre de passer du temps ensemble. Qu'est-ce qui génère le conflit ? Déjà, qu'est-ce qui génère le fait de ne pas se lancer ? Et une fois lancé, qu'est-ce qui génère ce conflit ? Comment le résoudre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, en parallèle de ça, en parallèle d'une formation pour l'agroécologie, l'agroforesterie, etc., une formation pour mieux communiquer entre nous, pour de la médiation, parce que parfois on se retrouve bouche bée devant une situation, on ne sait pas comment la régler et ça part en conflit alors que les personnes sont à 80% identiques en plus. Ah non, elles ne sont pas identiques, justement. Elles portent les mêmes valeurs ou... Elles ont des valeurs communes. C'est plutôt ça que je voulais dire. Non, mais chaque personne est complètement unique et différente de l'autre. Donc déjà, ce sont des associations de différences.
hein, avec des mémoires différentes, avec des parcours différents, avec des éducations différentes, avec des niveaux intellectuels différents, avec des niveaux de connaissances différents. Et donc, arriver à mutualiser tout ça, c'est pas évident. Franchement, ça n'est pas évident. Donc, moi, j'ai compris, il y a plusieurs années, j'avais 17 ans. Donc pour moi, ça a été une sagesse. On ne peut pas vouloir le bonheur des gens malgré eux. On ne peut pas vouloir les rendre heureux malgré eux. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Chacun a son parcours de vie. Et voilà. Donc ça, déjà, moi, j'ai beaucoup d'indépendance par rapport aux gens. Et ce qui compte, c'est mon état d'être, avant tout, en premier, ma stabilité émotionnelle, mon intelligence qui est cultivée et qui permet de créer, d'avoir des idées, de savoir rédiger, par exemple. Bon, ben ça me concerne. Et une fois que mon propre terrain a été cultivé, mon jardin intérieur a été cultivé, à ce moment-là, je peux transmettre à qui veut bien entendre, qui est intéressé à savoir comment faire. Mais c'est une longue... je veux dire, c'est une longue démarche, c'est la démarche d'une vie. Hein. Combien d'êtres humains ont écrit, ont dit « Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ?» hein. Ça, c'est le grand questionnement humain depuis toujours. Et donc là, nous sommes en train de vivre une période qui est très bousculante, très bousculante pour l'humanité. Actuellement, on a sur beaucoup de plans, d'épreuves à traverser collectivement et individuellement. Et donc, ça nous demande d'être courageux, d'être costaud, d'être redressé et de ne pas se laisser embarquer dans cette un peu folie collective, guerrière, prédatrice, qui n'est pas saine du tout. Hein, c'est pas sain du tout ce qu'on est en train de vivre là. Donc, il faut en avoir conscience, mais ne pas en avoir peur. Parce qu'en fait, moi, j'ai bien compris que l'être humain a un fonctionnement psychologique, un moi psychologique. On appelle ça le moi psychologique de l'ego. Il a un fonctionnement psychologique qui est émotif, impressionnable et manipulable. Et donc, il va se laisser entraîner. Et c'est ça qu'on doit travailler. De voir quand on est manipulé, parce qu'on est manipulable, quand on est impressionnable, et qu'on est des êtres émotifs. Et donc, l'émotion nous affecte. Et quand on est affecté, on perd notre intelligence, et on perd notre bon sens. Quand on va prendre la colère après ceux qui gagnent beaucoup d'argent, et qui ont triché, qui ont menti, pendant ce temps, on ne s'occupe pas de nous, et on ne devient pas créatif pour nous et notre entourage. Donc à ce moment-là, c'est tout un travail intérieur qui est demandé, hein, de prise de conscience. À un moment donné, les colibris, ils ont appelé ça la révolution intérieure. Hein, parce que le monde, il est à l'envers, nous aussi on est à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se remettre à l'endroit. Hein, et se remettre à l'endroit, c'est tout un long cheminement. Comme je dis, c'est cultiver son jardin intérieur. Hein, problème de culture, d'intérêt. Moi, ça m'a beaucoup intéressée, j'ai fait beaucoup de découvertes à ce sujet. Donc, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas changer les gens. Il n'y a qu'une personne qui a pris conscience et qui s'est dit « Ah oui, là, ça cloche. Pourquoi ça cloche ? Pourquoi ça tourne pas rond ? Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis d'aller être un gilet jaune ? Est-ce que je choisis de résister ? Est-ce que je choisis de faire des YouTube ? Est-ce que je choisis de dénoncer ? Ou est-ce que je choisis de mettre les mains dans la terre ? Est-ce que je choisis de prendre soin de quelque chose ? Il y a un choix qui s'offre, et ça va dépendre. Chaque personne va s'orienter vers ce qu'elle sent au fond d'elle-même qu'elle peut faire et qu'elle a le talent pour le faire. Et il y a une petite partie qui... tu vois, qui est motivé pour contribuer à une production de nourriture, à être connecté au vivant, à planter des arbres, à être en lien avec le végétal. C'est pas tout le monde, c'est qu'une petite partie. Et cette petite partie, tant mieux, elle améliore sa vie, elle améliore son environnement, elle améliore son territoire. Et on a montré dans nos livres, dans nos enquêtes et dans les conférences, des gens qui sont heureux
On prend l'exemple de Francine Rainville à, comment ça s'appelle, Victoriaville. Francine Rainville à Victoriaville, à côté de... Ouais, oui, c'est Victoriaville. Oui, c'est ça. Au Québec, sous le mont Chatsa, là. Et donc, elle aime faire le bois, elle a son jardin potager, et elle a eu l'idée de faire, comme elle savait faire le bois, elle a fait un poulailler en bois. Et elle a dit, ah, mais pourquoi je vais mettre les poules? On va faire un poulailler collectif. Elle a inventé, et ben elle a fait son poulailler collectif dans son jardin, et les gens viennent toutes les semaines. Ben, déjà, 7 familles, une famille par jour, 7 familles sont heureux de faire les œufs des poules. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu peux pas changer le monde, tu peux pas changer l'humanité, tu peux pas changer à grande échelle. Et donc, quand tu arrives à faire autour de toi quelque chose qui fonctionne, qui est équilibré, que ça te met en paix, tu diffuses des ondes de paix autour de toi, et de rire, et de joie, et tout ça, et de bonne santé. C'est ça qui compte. Moi, je suis modeste dans... je veux pas dire... je suis absolument pas globaliste et mondialiste. Parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible puisque les humains sont tellement différents. Tu vois, le fonctionnement de tribu, comment ça se faisait autrefois, c'était à petite échelle, c'était équilibré. Tu peux pas équilibrer une culture avec une autre culture, avec une autre culture, avec des façons de faire et tout, rentrer tout dans des normes. Ça, c'est pas possible puisqu'on est tous différents. On a tous des intelligences différentes, la créativité est différente. Donc, voilà, moi, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... En partie, oui. Je resterai très locale et chacun suit son destin, sa voie, peut-être inspiré. Peut-être le livre qu'on a écrit a inspiré des gens, nous on l'a vu. On a eu des retours, il y en a, ah là là, depuis que c'est ma Bible, voilà, celle-là elle est tombée sur ce livre, ça n'y a plus d'autres, ils n'arrivent même pas à l'ouvrir, ils n'arrivent même pas à le lire. On l'a offert à un ami, il m'a dit, oh, il n'arrêtait pas de nous poser des questions. J'ai dit, mais c'est dans le livre. Ah ouais, mais j'arrive pas à le lire. Il retéléphonait. Il me reposait une question. Mais c'est dans le livre. Il dit, ah, non, excuse-moi, j'arrive pas à lire. Bon, ben voilà, tu peux rien. Donc je lui parlais, je lui racontais. Alors pour aussi répondre à l'organisation de tout ça, en réponse à la question d'Estelle, sur le site autonomiealimentaire.info, on a un onglet tout en haut qui s'appelle Tutoriel. Et si on déroule, il y a l'Agora d'agriculture urbaine. Et là, on peut télécharger un document de 64 pages, qui est une sorte de PowerPoint, en PDF, on peut le projeter, et c'est l'Agora mode d'emploi. Donc c'est quoi une Agora, comment ça fonctionne, etc. Et il y a plein d'exemples, comme on a vu celui de Cahors, celui de Bacon Food Forest à Seattle, qui a été le premier au monde à mettre ça au point. On a beaucoup d'exemples et avec peu de moyens, on peut faire des agoras d'agriculture urbaine. Par rapport à la question de l'interaction, il y a bien le travail sur soi, la motivation de départ, mais quand le projet est lancé et qu'il commence à y avoir des tensions, c'est ces méthodes-là, c'est ce moment-là sur lequel j'ai envie d'appuyer parce que c'est souvent ce qui pourrit les beaux projets. Je me souviens, même à l'époque de la musique, on me disait, tu sais, ce qui fait 90% d'un groupe de musique, son succès, c'est même pas la musique, c'est le lien entre les artistes. Mm-hmm. Et c'est souvent ça qui capote. Oui. C'est comment finalement, quand on commence un projet, qu'est-ce qu'on devrait mettre sur la table dès le départ? Déjà, peut-être se dire, on est différent, on s'accepte tel que l'on est. Quand il y a quelque chose qui nous pose problème, vaut mieux en parler tout de suite, on démine, on essaie de trouver ensemble des solutions, parce que parfois ça ne s'est pas dit. Et quand le problème arrive, les gens se séparent, que ce soit au sein d'un couple, au sein d'un groupe. Donc qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table dès le départ pour que le projet se passe au mieux? Ça veut dire que celui qui va initier l'idée, le groupe, parce qu'il faut un leader à un moment donné qui montre. Il montre, qui sait faire et qui va montrer. Il faut que lui soit impeccable. Et quand il y a un conflit, il a les moyens et la capacité de ne pas se laisser émouvoir par ce conflit. Donc lui a cette capacité-là de rester bien centré. Et à ce moment-là, de comprendre ce qui se passe et de le démonter, le conflit. Et donc à ce moment-là, ça peut être réglé. Si ce ne sont des gens qui n'ont pas cette maîtrise-là, c'est une expérience qui a avorté, ça a avorté, c'est comme ça. Mais donc, je voudrais donner un exemple où on peut faire le lien justement avec cette action dans la durée.
et les arbres, puisque c'est... Comment il s'appelle? Fabre et Flao. Voilà. Fabre et Flao. Fabre et Flao. Égual. Voilà. Et le Montégual, en fait, c'est, si tu veux, je ne sais pas si tu vois où c'est le Montégual. Égual, c'est dans les Cévennes. Si tu vois que tu as Montpellier là, tu as le Montégual qui est là, tu as Nîmes, tu vois, tu as le Montégual qui est là, c'est les Cévennes. Tu as un versant méditerranéen et un versant atlantique. Ça fait un partage des eaux, c'est à 1500, plus de 1500 mètres d'altitude. Pas si loin que ça de la mer, parce que tu vois la mer quand même de là. Et donc, quand il y a ces fameux phénomènes cévenols, épisodes cévenols qui arrivent, tu as l'eau chaude de la Méditerranée en septembre-octobre, qui s'évapore quand il y a les largades d'Est. À ce moment-là, ça monte, ça se refroidit avec l'altitude, et boum, et ça pleut des tonnes d'eau. Et donc, au XIXe siècle, les habitants avaient défriché la forêt du fait de l'élevage, du fait des mines de charbon à l'Est. Ils coupaient, les voies ferrées, enfin, il y avait toutes sortes, les constructions. Le bois était une ressource phénoménale. Et donc, le Montégual rasé. Quand il y avait ces épisodes cévenols, ça faisait des catastrophes phénoménales dans les villages de Valrogue. Et ça tuait des gens, ça démolissait, il y avait les rochers, c'était l'horreur. Et là, un mec, un homme, Georges Fabre. Georges, hein, voilà. Fabre, lui, c'est un polytechnicien, 19e siècle, militaire, hein, c'était le greffe. Et il a la tenue, la casquette et tout. Et normalement, il aurait pu exercer ailleurs. Il est venu se paumer là, dans les Cévennes, au Montégual. Et il s'est dit, là, ça va pas. Les arbres sont partis. Alors, il faut replanter des arbres. Il faut recréer du sol. Et alors, il s'est dit, il faut planter des arbres. Et comment il fait, lui, tout seul? Tu vois? Alors, il avait quand même du personnel. Il y avait les villageois. Et petit à petit, il a réussi à convaincre, à former. Mais c'était très, très, très dur. Franchement, il a été persévérant. C'était toute sa vie. Hein. Et alors, ils ont commencé à planter, et boum, conflit. Et donc, les arbres qui commençaient à pousser, ils ont été brûlés par les éleveurs. Hein. Il y avait les moutons. Hein, les bergers. Les bergers, par les bergers. Oh, et alors, il y avait, on voit les personnes, parce que je raconte ça, parce que c'est Marc Kahn qui a fait le film. Il a fait Égual, la forêt retrouvée. Égual, la forêt retrouvée. Et donc, il a fait la biographie de Georges Fabre, avec tout le processus. C'est pour ça que je peux vous le raconter. Et donc, ils jettent des cailloux sur le personnel de l'ONF et tout ça. Donc, ça a été violent. Il y a d'autres cas comme ça, où il y a des hommes conscients qui mènent des projets et on leur brûle le projet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les habitudes et ça fait changer les habitudes. Ça, le mental humain, il faut toujours qu'il fasse comme avant, toujours pareil, toujours pareil. Et dès que quelqu'un vient montrer qu'il faut faire différemment, le conflit arrive. Donc, le conflit a lieu. Mais le leader, celui qui a montré l'exemple, il a persévéré. Et donc, il a réussi à convaincre les gens de Bordeaux, de la Gironde là-bas, du port de Bordeaux, que si le Montégual n'était pas boisé, le port de Bordeaux était en train de s'ensabler et que ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, si les riches qui faisaient le commerce du vin, tous les pinardiers, tout ça, ils payaient pour faire le Montégual, reboiser le Montégual, à ce moment-là, ça allait pouvoir diminuer cet ensablement, il n'y aurait plus de problème. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire toute sa vie. Combien d'arbres? 68 millions. 68 millions d'arbres ont été plantés. Il n'y a plus eu de problème. Maintenant, tout est boisé. Donc, c'est formidable. Tout est boisé. Ça, c'est très, très belle histoire. Ouais. Donc là, il y a eu une action dans la durée. D'accord? Il y a eu des conflits. Il a eu des conflits sans nom avec son administration. Ouais. Les forces négatives, les forces adverses, hein, sont toujours là. De toute façon, elles sont toujours là. Et il n'a pas été... on lui a enlevé sa pension. Il est mort dans la misère. Enfin, c'est l'horreur. Donc le mec, il a fait un truc faramineux.
Ben voilà, c'est ce qu'on vit de toute façon dans cette vie-là, hein, cette expérience entre le bien, le mal, les forces évolutives, les forces involutives, elles sont constamment en conflit. Et comment nous, au travers, arriver à faire quelque chose, c'est notre expérience, hein, c'est notre expérience pour forger sa volonté, forger sa puissance de créativité. On a appelé à ça. Il ne faut pas partir en courant dès qu'il y a un conflit. Au contraire, ça nous dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dominer de ma faiblesse, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'est un théâtre d'exercice, ça. Merci pour ce beau message. C'est vrai que quand on vous voit, on repart, on a envie de faire. Ah oui, voilà. On y va. On a envie de savoir-être, on a envie de savoir-faire, on a envie de coopérer. Ça me rappelle ce qu'a dit une dame la dernière fois, on allait à une rencontre des médias indépendants. Elle pose une question, elle dit « Oui, je suis dans un endroit, il se passe rien, je sais pas moi comment m'engager parce qu'il y a personne qui fait rien autour. » Et je lui ai dit « Mais finalement, ça rejoint ce que vous dites. Commencez, vous, soyez à l'initiative de quelque chose, mais oui. même d'un tout petit truc. Ouais, exactement. Et si vous dégagez de l'énergie positive, ça va être contagieux. » Et donc, c'est ce que vous auriez envie de dire à tous les gens qui nous écoutent. Si vous avez envie de faire, allez-y, passez à l'action. Par soi. Ça commence par soi et d'avoir la foi absolue du pouvoir des petites actions. Alors, sachez, chers auditeurs, que Sabine et François proposent aussi des conférences, des ateliers, comme vous disiez tout à l'heure, d'Agora. L'agriculture urbaine. Donc là, vous pouvez même organiser des projections du film, c'est ça? Oui, exactement. Débat. Voilà, ils peuvent nous le demander sur... ils envoient un email, lescerclesvertueux@proton.me. Et là, ils demandent pour la projection du film et à ce moment-là, je leur donne toutes les modalités pratiques. On renverra aussi nos auditeurs. Vous avez un site internet peut-être où voilà, vous avez tous les livres que vous avez écrits, ensemble ou séparément. Je pourrais mettre sous la vidéo tous les éléments. D'accord. Eh bien, merci encore. Merci à Nexus aussi. Je vous renvoie vers notre article du numéro 152 de mai-juin 2024 sur l'île Mayo, une autonomie alimentaire fondée sur la culture de l'eau. Un article, on n'a pas évoqué ce sujet, mais on l'évoquera peut-être dans une prochaine vidéo, sur l'eau mer, parce que aussi, on aurait pu faire le lien. On a travaillé la question, mais c'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre, on fera ça. Voilà, d'accord, très bien. L'eau mer, un dossier interdit dans notre numéro 142 de septembre-octobre 2022. Et on le rappelle, on l'a déjà dit, donc notre article sur l'autonomie alimentaire, disponible au format numérique, le numéro 131. Et voilà, il est beau. Ouais, et c'est riche, hein. Franchement, on l'a relu, ça date de 2020, on est en 2025, 5 ans après, c'est toujours d'actualité, quoi. Oui. Et on a un article sur l'eau aussi, en finir avec les arnaques de l'eau et boire enfin en confiance, dans notre numéro 160 de septembre-octobre 2025, plus récent. Ça aussi, l'eau potable, on aurait pu l'évoquer. On se reverra, hein, parce que je pense qu'il y a... Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous, chers auditeurs. Nous rappelons que le magazine Nexus est un magazine indépendant et sans pub et que grâce à vous, nous pourrons continuer à vous proposer des contenus, des vidéos aussi passionnantes que celle qui vient de se terminer. Nous rappelons également le livre « Cultiver la pluie et restaurer le chemin de l'eau » écrit par François Rouillet et Sabine Baker et Marc Kahn, qui n'est pas là mais à qui on pense. Merci.